Bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Djemil Chafaï, président de cette association qui s'appelle Graines. Et normalement, sur votre écran, vous avez en bas les images de Gilbert Fonte, vous avez Laurent, et vous avez là d'autres personnes qui ne devraient pas apparaître sur l'écran. Alors, le déroulement de ce webinaire, qui est prévu pour 1 h 30, je vais faire une très petite présentation de ce qu'est Graines. Je sais que vous n'êtes pas venu pour entendre parler de Graines, donc ça sera très bref, mais ça peut répondre à quelques questions. Et ensuite, Laurent Janin introduira notre intervenant d'aujourd'hui, Gilbert Fonte. Et puis, Gilbert Fonte aura la parole pour 3/4 d'heure, 50 minutes. À l'issue de ces 50 minutes, on va essayer de faire le plus court possible, puisque l'intérêt, c'est de débattre plus que d'imposer des vues. Donc, on va utiliser cette présentation essentiellement pour cerner les problématiques, les introduire, et pas répondre à tout. 1 demi-heure au moins de questions, réponses, et puis une petite synthèse finale. Alors que nous sommes une jeune association à but non lucratif qui fonctionne depuis 3 ans, un peu plus, et qui est officielle depuis une petite année. C'est un think tank qui réfléchit à une utilisation plus efficace du numérique dans l'enseignement, essentiellement l'enseignement à finalité professionnelle, mais pas que, et qui souhaite influer, passer à l'action, participer à des projets, faire bouger les lignes dans ce domaine-là, parce qu'on a des insatisfactions, comme beaucoup d'entre vous, assez grandes par rapport à ce qui se fait et la sous-utilisation finalement du potentiel du numérique. Alors pour ça, il s'agit de bien poser les problèmes avant de chercher des solutions, plutôt que de se battre sur des solutions numériques, des outils. C'est de revenir aux fondamentaux. À quoi sert notre travail en tant qu'enseignant, par exemple, pour nous qui sommes de ce côté-ci de la barrière? La finalité, c'est pour un enseignement à vocation professionnalisante, c'est de développer des compétences nouvelles, opérationnelles, c'est-à-dire que les apprenants soient capables de mettre en œuvre dans un contexte d'entreprise, d'organisation, dans un contexte réel. Alors, notre positionnement est particulier dans le sens que nous sommes neutres par rapport à l'ensemble des parties prenantes de l'enseignement à distance. Au sein de l'association, nous sommes prêts à accueillir tous les points de vue, et notamment celui des formés, qu'on oublie assez souvent, celui des enseignants, bien entendu, celui des fournisseurs d'outils, pourquoi pas. Et je vous ai dit qu'on réfléchissait d'abord au problème avant de parler d'outils, mais connaître les outils et en parler à certains moments est utile. Des responsables pédagogiques, de centres d'enseignement, des établissements, les commanditaires, ceux qui vont ceux qui vont embaucher les gens que nous formons les uns et les autres, donc qui ont besoin d'un métier. Voilà, c'est là ce que nous sommes. Je reviendrai sur le dernier slide à la fin de la présentation pour savoir comment on pourrait aller plus loin. Et donc là, je passe la parole à Laurent. Donc mon nom est Laurent Johannin, donc je suis membre du bureau de Graines. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, moi j'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Fonte, donc qui va animer ce webinaire. Il va se présenter lui-même. Moi, je vais me contenter de dire ce qu'il ne pourrait pas dire sans faire souffrir sa modestie naturelle. Pourquoi? Parce que Gilbert a un profil tout à fait rare, parce qu'il a exercé au plus haut niveau dans la fonction finance, et il a exercé au plus haut niveau dans la fonction gestion des ressources humaines. En particulier à ce titre, il a eu un titre que j'adorais, qui était directeur des talents. Alors ça, j'adorais ce titre. Et à cette occasion, parmi ses diverses activités, il avait la responsabilité de l'université Safran. Aujourd'hui, il est président de la société Care and Train. Et par ailleurs, et c'est important pour le sujet qu'on va traiter ce soir, il est directeur associé de Trust Management Associate, je crois, qui fonctionne avec également le cabinet Strata. Donc à ce titre, il est particulièrement qualifié pour aborder le sujet de ce soir. Bon, je l'ai vu disparaître de l'écran, par contre, ça c'est mauvais signe. Il est toujours là. Bon, alors parce qu'on ne te voit plus à l'écran, mais c'est parce que probablement tu as mis plein écran peut-être. Donc je te passe la parole, Gilbert. Écoutez, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. On t'entend, mais on ne te voit plus. Ah, pourtant moi mais voilà, là je me vois. Est-ce que vous me voyez?
Non, mais on voit le slide. Non, c'est curieux. marqué que la bande passante n'est plus suffisante. Et la vidéo réapparaîtra automatiquement. Bon, le mieux, c'est que on reprenne la planche de présentation et puis on va avoir le son. Je peux me déplacer. Bon, c'est revenu. C'est bon. C'est bon. Donc, est-ce que le son est bon? Ça va à peu près. Il y a des coupures. Laurent, est-ce que le son est bon? Bon, je vais peut-être me déplacer parce que je pressentais qu'il y aurait un problème technique. Je vais me déplacer si vous m'accordez 10 secondes. J'espère que ça ira mieux dans le nouveau local que je vais prendre. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous vous êtes connu au groupe Safran, peut-être? Oui, parce qu'il se trouve qu'on s'est connu chez Safran, et ça fait maintenant de longues années qu'on n'a pas travaillé toujours directement ensemble. On s'est entrecroisés dans les diverses fonctions. Mais bon, ça y est, Gilbert est installé à nouveau. Ça va peut-être mieux marcher. Est-ce que vous m'entendez correctement? Personne. Et il y a Fanny qui n'arrive pas à se connecter. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, ça va mieux que tout à l'heure. L'image est meilleure. Voilà, je me suis rapproché du serveur, donc a priori, ça devrait coller. Écoutez, je suis ravi. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir partager ce webinaire avec vous. Donc, pour différentes raisons. D'abord parce que je suis, comme a bien voulu le rappeler Laurent, je suis passionné par les questions de formation. Dans ma dernière fonction chez Safran, je me suis occupé d'animer l'université du groupe. Donc, je crois que ce qui est clé pour l'avenir de nos industries, c'est le développement des compétences et l'effort à faire dans le domaine des formations. Mais en même temps, j'ai dédié une grande partie de mon temps depuis que je suis parti de Safran. Je pense que la confiance est un carburant essentiel de la performance. Donc, nous travaillons dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Trust Management Advisors, ce que ça intéresse d'ailleurs pour en trouver sur Internet le site qui rassemble l'essentiel de nos travaux. Nous travaillons autour de cette thématique de la confiance et donc moi j'ai grand plaisir à relier les deux thèmes de la confiance et de l'enseignement parce que autant je crois au caractère fondamental du développement des compétences, autant je crois également que la confiance est un carburant tout à fait essentiel de la performance. Donc, quand Laurent m'a proposé de traiter ce thème de la confiance et de l'enseignement numérique, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant parce que c'est un moyen d'étudier le processus de création de la confiance dans l'enseignement à travers le prisme du développement numérique que nous connaissons et qui s'est intensifié dans la dernière période. Donc, on va voir au cours de mon propos que la thématique de la confiance, elle est vraiment très très visitée par ces développements numériques, par les développements digitaux, et qu'il faut prendre garde à veiller à ce que ce carburant qui est la confiance, qui est si précieux, si difficile à établir dans les organisations et dans l'enseignement, il faut prendre garde à ce que devient ce carburant précieux de la confiance dans les développements digitaux. Alors, avant d'aller plus loin dans cette présentation, je voudrais essayer de partager avec vous une définition de la confiance qui va peut-être permettre de partager le caractère tout à fait essentiel de ce qu'est la confiance dans les organisations et la raison pour laquelle il faut y investir. Je ne fais pas de long développement là-dessus. Le propos n'est pas de faire ce soir un exposé sur la confiance, mais c'est clair qu'aujourd'hui, dans les organisations, c'est probablement ce qui manque le plus. Dans les organisations et dans la société. Quand on fait des sondages sur la société, on voit que les gens
ont perdu confiance, n'ont pas confiance dans les pouvoirs, dans les organisations. Donc restaurer la confiance est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel. Pourquoi? Parce que c'est vrai dans les organisations, mais c'est également vrai, encore plus vrai dans l'enseignement. La confiance, on pourrait dire que c'est l'art d'abaisser les peurs. C'est la façon de réduire les inhibitions. C'est l'outil qui permet d'éviter la rugosité des relations humaines et d'augmenter le niveau d'engagement au service de la performance. Donc, la confiance pour un collaborateur, pour un apprenant, c'est ce qui lui permet, grâce à la confiance qu'il peut avoir dans le système d'enseignement et dans l'enseignant, c'est ce qui lui permet de faire face à l'incertitude, de faire face à la complexité, même à la peur d'aborder des domaines nouveaux, des domaines qu'il ne connaît pas. La confiance entre l'enseignant et le collaborateur, c'est ce qui permet de sortir des idées reçues, d'avoir un regard bienveillant, positif, de contribuer ainsi à booster la coopération et la collaboration. Ce que je dis là est vrai des fonctionnements dans l'entreprise, mais c'est encore plus vrai évidemment de la qualité qui doit prévaloir pour développer des connaissances entre l'enseignant et l'apprenant. Alors, avant d'aller plus loin encore, je voudrais vous dire combien c'est une matière difficile. Donc, j'aurais absolument pas la. D'abord, je découvre tout ça depuis quelques années avec l'aide des philosophes et des penseurs avec lesquels nous travaillons dans le cadre de TMA. Mais je m'aperçois combien c'est une matière très difficile. Et donc, j'aurais pas l'immodestie d'expliquer que on a des outils et des clés qui permettent de tout régler, et encore moins dans les processus apprenants. Mais je voudrais juste signaler 3 points qui montrent combien l'acquisition de cette confiance est une matière difficile. Le premier, c'est que on touche à quelque chose qui est très intime. La confiance que je te fais, la confiance que tu me fais, ça dépend d'un tas de facteurs, j'y reviendrai après, mais on touche à l'intime des personnes. Et donc, c'est une des raisons qui explique la complexité du thème. La deuxième raison, c'est que c'est pas forcément tangible et palpable, même si depuis quelques années, au sein de TMA, on a développé toute une série d'outils pour essayer de mesurer dans les organisations et puis de mesurer l'évolution. Il reste pas moins que c'est une notion qui n'est pas facilement mesurable et qu'il faut donc y travailler par cercle concentrique pour arriver à progresser. Et puis la troisième chose qui est importante, et on va commencer d'ailleurs à parler des questions digitales, c'est qu'il ne saurait y avoir de confiance sans constance. Donc il y a la nécessité de travailler la confiance sur le temps long. On a l'habitude de dire que la confiance se crée goutte à goutte, mais qu'elle peut se perdre par torrent. Donc la création de la confiance, c'est un processus long qui demande de la constance, qui s'accompagne, on le verra dans la relation enseignant-apprenant, de la durée, de l'investissement sur le long terme. Voilà, donc juste ce panorama très général sur la confiance, avant de rentrer plus directement sur la problématique qui nous occupe ce soir. Donc je vais essayer de faire avancer la planche. Voilà, donc j'ai prévu, parce qu'on a un temps limité, et je voudrais qu'on consacre un petit peu de temps à notre débat, je vous propose de visiter ce rapport entre la confiance, telle que je viens de la décrire, et l'enseignement numérique, sous 3 angles. Il y en a bien d'autres, hein, on pourrait passer plusieurs heures à étudier toutes les facettes, et je suis sûr que chacun d'entre vous, vous auriez des expériences ou des idées que l'on pourrait partager. Mais je propose de regarder 3 axes qui me paraissent intéressants. C'est la question du contrat, d'abord, parce que dans tout rapport entre une éducation, un enseignement et quelqu'un qui essaye d'apprendre, il y a vraiment un contrat
est formel ou informel, mais c'est ce contrat qui est honoré ou qui n'est pas honoré. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est ce contrat et qu'est-ce qu'il devient dans le cadre d'enseignements digitaux, d'enseignements numériques. La deuxième question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'engagement. J'ai vu les travaux qui ont été faits, travaux précieux qui ont été faits par Green sur ces thématiques, puisque là maintenant on a quand même, on va bientôt avoir 1 an et demi d'expérience de développement très important des enseignements digitaux, donc on commence à avoir un petit peu de recul. Et on a du recul sur cette expérience des questions d'engagement. Donc, que devient l'attention et l'engagement? Comment se positionne-t-il dans l'enseignement classique? Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous partagent ce webinaire, donc ils pourront s'exprimer. Et que devient-il dans les enseignements digitaux? Comment on peut les cadrer et les voir évoluer? Et puis le troisième thème que je voudrais partager avec vous, c'est la question de l'efficacité. C'est une question lourde, parce que qu'est-ce que c'est qu'un enseignement efficace? Qu'est-ce que c'est qu'un développement des compétences réussies? Comment mesure-t-on à chaud, à froid? Quand est-ce que l'on est efficace? Quand est-ce qu'on l'est pas? Et comment ça se lit? Comment ça s'étudie dans le cadre des enseignements numériques? Alors, commençons par cette question du contrat. Alors effectivement, le contrat entre l'enseignant et l'apprenant, c'est vraiment typiquement un contrat de confiance. J'accepte de participer à un cours, je m'inscris dans le cadre d'un cours. Ça suppose l'établissement d'un contrat. Parfois il est formalisé, parfois malheureusement pas, où on essaye de définir quels sont les objectifs, quels sont les moyens et quelles sont les attentes des uns et des autres. Donc, ce contrat, la plupart du temps, il est basé sur quelques axes essentiels. D'abord, de quelle expérience, de quel statut, de quel recul on peut parler pour celui qui enseigne, quel est son positionnement. J'ai formulé ça dans un terme un peu trivial, c'est d'où est-ce que tu causes, mais c'est extrêmement important pour les apprenants qu'ils sachent quel est le positionnement de l'apprenant, quel est son background, quelle est son expérience. Et on s'aperçoit, mais c'est même vrai dans les classes d'enseignement de collège ou autre, on s'aperçoit que les apprenants ont tout de suite une opinion assez fine de l'épaisseur, de l'expérience, du contenu, de l'endroit d'où leur parle l'enseignant. Et c'est à lui de bien positionner. Il en va de même pour les apprenants. Ils sont là pourquoi? Quelle est la nature de leur présence et des objectifs qu'ils poursuivent? Dans ce contrat, il y a également des règles du jeu qui sont plus ou moins bien suivies, qui sont plus ou moins bien détaillées, mais qui font véritablement partie du contrat. Alors, même dans le présentiel, on y reviendra après, ces règles du jeu ne sont pas toujours parfaitement respectées, mais en tout cas, elles devraient l'être et c'est ce qui devrait fonder l'établissement du contrat d'enseignant-apprenant. J'ai parlé des objectifs, ça me paraît essentiel. On est nombreux à avoir fait des enseignements. Parfois, vous avez des gens devant vous, ils ne savent pas très bien eux-mêmes pourquoi ils sont là. Ça fait partie vraiment des faiblesses du contrat. Quand on ne sait pas finalement pour quelles raisons les gens poursuivent un cursus, pour quelles raisons les gens poursuivent une formation. Donc, ça fait partie des thématiques du contrat. Et donc, la définition des objectifs et des besoins des apprenants. Puis en fait, dans le contrat, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après la formation? Quel est
quelle est la mise en pratique, la mise en application, comment va-t-on la partager entre l'enseignant et l'apprenant, comment va-t-on la détailler, comment va-t-on expérimenter. Ça suppose d'ailleurs souvent non seulement un contrat entre l'enseignant et l'apprenant, mais également dans les entreprises un contrat avec le manager de l'apprenant et sa hiérarchie ou dans l'enseignement classique avec les autres parties prenantes. Alors, c'est intéressant de voir ce que devient ce contrat dans le digital tel que nous l'avons, dans le développement du numérique tel que nous l'avons vu se développer. Alors, sur chacun de ces points, on voit quand même qu'il y a un nouveau paradigme numérique. La définition d'où est-ce que tu causes, elle est parfois bien faite, elle est parfois beaucoup plus évanescente. Quand je participe à un cours digital, est-ce que je sais parfaitement bien quel est le profil et l'expérience de l'enseignant? Pas toujours. En tout cas, l'enseignant a plus de mal probablement dans le numérique à faire sentir l'épaisseur de son expérience et de son parcours. Il a plus de mal dans un cadre numérique comme celui dans lequel nous sommes ce soir à faire partager, toucher du doigt le background qu'il a. C'est le sentiment que j'ai, c'est que c'est plus compliqué, que c'est plus difficile. En tout cas, c'est ce qui nous revient des expériences des uns et des autres. Ensuite, cette confiance qui s'établit entre l'enseignant et l'apprenant à travers la correspondance des intentions et des projets, elle est effectivement beaucoup plus difficile à faire en numérique par la distance physique, simplement. Elle est beaucoup plus, cette connivence d'expérience est évidemment beaucoup plus compliquée. Après, ce qui paraît assez évident, la définition des objectifs et des besoins, elle est beaucoup plus anonyme dans le cadre numérique. Sauf à faire ce que je préconise de faire avant chaque cours numérique, quand les effectifs sont pas très nombreux, quand il y a 200 personnes qui écoutent, c'est évidemment plus compliqué. Mais dans des petites équipes, sauf à faire des parcours individualisés pour dire à chacun, bon, qu'est-ce que vous cherchez dans cette formation, quelles sont vos attentes, etc. Ça reste relativement compliqué. Enfin, il en va de même pour tout ce qui se passe après, c'est-à-dire que dans le cadre d'une formation de type présentiel classique, on arrive à partager le poste, à détailler ce qui va survenir en termes d'application pratique après. C'est un peu plus compliqué dans le cadre de l'établissement de ces formations digitales. Alors j'ai essayé de résumer ça sous cette phrase, de dire que le contrat idéal, c'est un contrat synalagmatique, c'est-à-dire où il y a des obligations réciproques. C'est ce qu'essaye de faire le professeur en début d'année en disant à ses élèves voilà ce que j'attends de vous et voilà ce que vous êtes en droit d'attendre de moi et voilà les obligations que l'on a. Dans beaucoup de formations numériques, on est davantage dans le service à la carte. C'est-à-dire, je m'inscris à toutes les formations numériques dont j'ai besoin pour mon cursus ou pour mes besoins, et puis voilà, j'ai un rapport avec le cadre contractuel classique qui est évidemment beaucoup plus difficile à faire, beaucoup plus évanescent. C'est pas possible. On peut arriver probablement en investissant beaucoup et en ayant des processus extrêmement élaborés. On peut arriver à rétablir ce cadre contractuel. Je ne dis pas non plus qu'il fonctionne de façon idéale dans le contexte présentiel, mais il en demeure pas moins que c'est l'un des points sur lesquels les développements digitaux qui mettent les apprenants dans un rapport de type consumériste et l'enseignant dans un rapport de type purement et simplement fournisseur de formation, on a une difficulté probablement là-dessus, et on aura l'occasion sans doute d'en débattre après. On a une difficulté assez importante sur
la stabilité et l'épanouissement de ce contrat. Et sur le fond, l'établissement d'une confiance personnalisée entre celui qui apprend et celui qui dispense la formation, qui est un élément très, très riche, très intime. Bon. Alors, je voudrais maintenant rentrer dans le deuxième sujet que je voulais traiter, qui me paraît extrêmement important, ce sont les questions de l'engagement et l'attention. Alors, je dois dire que sur ce plan, c'est probablement là-dessus que les expériences que nous sommes en train de réunir sur, je dirais, l'énorme expérience en grandeur réelle de développement de cours digitaux qui a été faite dans la dernière période, c'est là-dessus que probablement le plus d'enseignements sur ce qui s'est passé, et avec un constat qui est globalement plutôt négatif. Sur ces questions d'engagement et d'attention. Profondément, je crois que enseigner, c'est pas uniquement dispenser des informations et des formations, je pense que vous en êtes tous bien persuadés, c'est gérer à tout moment l'attention de l'apprenant. On a tous tenté, plus ou moins bien, de faire ça quand on apprend à des groupes d'étudiants ou d'adultes. On a tous pris soin d'adapter notre enseignement, son cycle, son intensité, en fonction de l'attention, de l'écoute de chaque apprenant, hein, et en essayant d'avoir un petit peu l'intuition de ceux qui suivent, de ceux qui ont du mal à suivre, et puis d'essayer de veiller à ce que tout le groupe puisse avoir l'attention qui va bien pour que le groupe puisse progresser. On n'y arrive pas toujours, mais c'est quelque chose qu'en présentiel, on s'efforce de faire et que, avec un bonheur variable, on arrive plus ou moins à faire. Alors c'est évidemment beaucoup plus mission impossible dans le cadre d'enseignement numérique. Donc, ça me paraît important de dire que la confiance s'établit dans ces moments-là sur la base d'une espèce d'intuition mutuelle de la compréhension qui est acquise ou pas. Et en plus, très souvent, ça passe par des signaux qui passent absolument pas dans le numérique, ça passe par des signaux sociaux, des postures, des réactions verbales ou pas verbales. Donc on a cette espèce de communication qui est importante et qui permet de vérifier l'attention et d'adapter l'enseignement à cette attention plus ou moins forte. Ce que l'on constate avec le recul de l'expérience, c'est qu'on a des vrais problèmes d'attention, de distraction, de décrochage dans les enseignements numériques sur un très grand nombre des sondages qui ont pu être faits et des retours que nous avons. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'avec les experts des enseignements numériques, il y en a, je pense, autour de la table, il faut pas du tout baisser les bras, mais il faut se dire qu'il faut vraiment investir dans des outils qui permettent justement de constamment vivifier et développer et maintenir cette attention. Peut-être qu'avec l'aide de toutes les découvertes qui ont été faites récemment sur les neurosciences, sur l'intelligence artificielle, on peut arriver à construire des choses intelligentes dans le domaine numérique pour cultiver ça, pour développer ça. Mais je voulais juste mentionner ce point comme étant des points de difficulté les plus rencontrés. L'autre élément important, c'est l'engagement. Il ne peut pas y avoir d'enseignement efficace s'il n'y a pas un engagement extrêmement actif de l'apprenant. Cet engagement, il passe par des formes diverses, il passe par le questionnement, il passe par la qualité des réponses, il passe par les applications pratiques, et c'est par le retour que l'on a de cet engagement très actif que l'on peut dimensionner la profondeur ou pas des enseignements.
Et souvent, c'est cet engagement avant la formation, pendant la formation et après la formation qui est la signature même d'un apprentissage qui est réussi. L'engagement avant, ça veut dire quels sont les approfondissements qui ont été faits avant le cours. Est-ce que vous avez fait ces lectures ou pas qu'est-ce que vous en avez tiré pendant le cours, c'est les réactions, les questions, les remarques, et puis après, c'est comment les gens appliquent. Bon, tout ça, évidemment, quand j'ai les gens en face de moi, c'est plus facile à faire que quand ils sont derrière un écran et à des milliers de kilomètres et que je ne les vois même pas, que je ne peux même pas guetter leur réaction. Donc ça, cette question de l'engagement et de la différence énorme pour moi qu'il y a entre la capacité de le mesurer et de le rendre efficace dans l'enseignement numérique par rapport au présentiel est évidemment très, très important. Alors, un approfondissement sur ce point de l'engagement, je reviens là sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la confiance, qui est quelque chose de pas très facile parce que ça relève de l'intime, ça relève du rapport humain, ça relève de choses qui sont pas toujours visibles, tangibles, palpables. Cet engagement, ces réactions, c'est une alchimie très très complexe qui dépend de la pédagogie, des postures, des situations concrètes. Donc, si on veut réussir une montée en puissance de l'engagement dans des enseignements numériques, il faut là aussi probablement investir beaucoup, arriver à des décryptages assez fins des différents types de postures, voir comment on peut les mesurer dans le cadre numérique, alors avec peut-être une succession d'interrogations pendant les parcours d'enseignement, voir un petit peu quels sont les profils des gens. Beaucoup de gens qui utilisent des sondages en cours d'enseignement. Enfin, ça a ses limites et cette numérisation des types de comportements est évidemment relativement complexe. Je vérifie le temps. J'espère que je ne déborde pas trop. Il me reste une dizaine de minutes. Un des points majeurs qui me paraît important toujours dans ces questions d'engagement et d'attention, et c'est vrai de façon générale de la confiance, c'est la capacité de donner du sens. Et donc, moi j'ai toujours vu une corrélation forte entre les enseignements et le développement réussi de compétences par rapport à la capacité qu'a l'enseignant. De façon générale, on pourrait le dire aussi du manager, c'est la capacité de donner du sens. Aujourd'hui, le savoir, il est accessible de façon assez facile par les moyens du numérique en particulier. La différence entre l'enseignement et la fourniture d'informations basiques, c'est la capacité de l'enseignant d'organiser tout cela et de donner du sens. Donc la capacité de l'enseignant, elle dépend, la qualité de l'enseignement dépend de cette capacité qu'aurait eu l'enseignant d'éveiller la curiosité, de créer un terreau favorable, d'apporter de la profondeur, du sens dans lequel l'apprenant va arriver à faire pousser toutes ces fleurs, tous ces apprentissages. C'est de cette conviction profonde du sens que l'on peut donner. C'est d'ailleurs le rôle du manager moderne. Le manager, il est normalement plus là aujourd'hui uniquement pour donner des ordres et contrôler, encore qu'ils doivent le faire, mais il est là surtout pour donner ce supplément d'âme qui permet aux gens de s'engager et de réussir. Il en va de même pour l'enseignant. C'est cette capacité de mettre les choses en relation, de donner du sens, mais il ne peut difficilement le faire dans l'anonymat relatif du numérique.
pour donner du sens, il faut savoir quel est ton objectif, qu'est-ce que tu es venu chercher et comment tu ressens ce que je t'apporte et quelle est la réaction que tu as par rapport à ce que je viens de te dire et comment tu vas l'intégrer dans ton parcours. Et tout ça dans le cadre du sens que l'on doit donner à ces enseignements. Alors, tout à l'heure, on verra dans les questions qui seront posées que ce que je dis là n'est pas forcément vrai de tous les enseignements. Il y a des enseignements très, je dirais, qui portent sur des choses très, très pratico-pratiques, très concrètes, qui ne relèvent pas toujours de cette approche. Mais dès lors que on approche des enseignements sur des valeurs, sur des contenus un petit peu développés, on est bien obligé de se poser ces questions, de savoir comment on arrive à apporter cette profondeur d'analyse et de sens dans les enseignements. En numérique, évidemment, ça devient compliqué, d'autant que sur le terrain numérique, il y a beaucoup de savoirs qui sont concurrents de celui qui va être développé dans le numérique. Les gens viennent faire leur marché, ils viennent écouter une formation numérique, mais à côté de ça, ils peuvent aller se brancher sur Wikipédia, sur d'autres choses. Donc, ça devient un peu compliqué de donner du sens dans une fourniture d'informations qui fait face à la multiplicité de ces savoirs concurrents. Le dernier volet que je voulais évoquer, toujours dans le cadre de ce rapport avec le confiance en l'investissement numérique, c'est la question de l'efficacité. La confiance dans l'enseignement, c'est beaucoup fondé sur l'atteinte des objectifs et les résultats que l'on va obtenir, soit pour réussir dans le métier que l'on va pouvoir développer grâce à ces apprentissages, soit pour répondre à des besoins de compétences beaucoup plus particuliers. Mais de façon générale, la question de l'efficacité est une question essentielle. Alors, en matière de formation, il y a une grille, pour les spécialistes de la formation, ils savent de quoi je parle. Il y a une grille assez sophistiquée pour évaluer l'efficacité. Il y a l'efficacité mesurée tout à fait à chaud sur j'ai eu une formation, elle s'est bien passée, voilà, j'ai des choses. Il y a l'efficacité à un deuxième niveau qui consiste à dire ça m'a permis d'apprendre à faire des tâches et à résoudre des problèmes très concrets. Puis il y a un troisième niveau d'efficacité qui est l'efficacité plus long terme sur le fait de dire cette formation m'a permis de modifier des comportements, de changer ma façon d'approcher les choses, m'a permis de me transformer, de transformer mon organisation. Donc, il y a différents niveaux d'efficacité. Alors, c'est clair que les formations dans le cadre numérique, sur le strict point de vue du questionnement sur l'efficacité, facilitent les choses. C'est-à-dire que on peut, quand on suit une formation numérique avec les smileys, savoir très bien qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Par contre, c'est probablement un peu plus compliqué de mesurer l'efficacité à froid, c'est-à-dire après quelques temps passés, quel est le cheminement. En général, l'enseignant et l'apprenant à ce moment-là n'entretiendront plus forcément un rapport direct, en tout cas aussi direct qu'ils peuvent avoir dans le distanciel. Donc, cette évaluation à froid est un peu plus sujette à caution, un peu plus compliquée. Et en tous les cas, il y a de façon générale un problème d'évaluation de l'efficacité de la formation. Il y a souvent un déficit d'explicitation des résultats obtenus par rapport aux objectifs. C'est souvent d'ailleurs une des critiques qui est faite à la formation, qui est de dire par rapport au coût, comment mesurez-vous les résultats acquis? C'est un enjeu considérable pour tous les responsables de formation dans toutes les entreprises et les organisations. A priori,
Dans le cadre du numérique, il y a une réponse, à mon sens, un peu trop rapide. Comme les coûts du numérique, en général, sont inférieurs aux ceux du distanciel, il y a parfois une approche coût-efficacité qui paraît tout à fait bonne en disant, ben, grâce à la numérique, j'ai pu former X dizaines de personnes de plus que par le distanciel. Je suis pas très sûr que ça suffise à visiter la question du rapport coût-efficacité de la formation et qu'il y a des questions qui restent fondamentalement posées. En particulier, euh, sur le fait que le rapport dans le numérique, il est devenu assez consumériste. Alors apparemment, le rapport au coût-efficacité est plus visible, mais comme le rapport est devenu consumériste, je ne suis pas très sûr qu'il ne soit pas antinomique de la confiance sur la durée. Je pense que on achète une formation en distanciel comme un objet dans un supermarché. Euh, et par rapport à ce rapport coût-efficacité, euh, je crains que l'analyse en profondeur des résultats obtenus par rapport à la formation soit pauvre et que ça ne rende pas service au rapport, ce rapport devenu parfois très monétaire, euh, ça ne rend pas service à l'établissement en profondeur sur la durée de la confiance entre les enseignants et les apprenants. Et que en profondeur c'est une question qu'il faut se poser sur l'efficacité des enseignements numériques. C'est pas parce que la mesure est plus facile et que le rapport monétaire est plus visible que pour autant ça règle la question de l'efficacité profonde sur la transformation et l'évolution et le développement des compétences attendues. Alors, les sondages sont malheureusement assez négatifs hein, sur l'efficacité des formations numériques. Je pense que 3/4 des apprenants considèrent aujourd'hui qu'elles sont moins efficaces et agréables. Moi, ce qui me remonte, c'est peut-être lié à la crise qu'on vient de traverser, c'est qu'on a quand même une certaine lassitude hein, des formations digitales. On se perçoit tout simplement que nous sommes des animaux sociaux hein, et que encore plus lorsqu'il s'agit d'apprendre et que la confiance vis-à-vis des formations digitales ne peut pas se résumer à des caractéristiques pratiques et monétaires. Donc il faut revisiter l'enseignement numérique pour répondre à ces préoccupations. Alors l'expérience qu'on a de vivre est probablement un peu exacerbée par les circonstances, mais il faut vraiment répondre à ces questions sur comment le numérique va garder beaucoup de place dans les enseignements. Mais il faut vraiment répondre en profondeur à ces questions sur la façon dont les apprenants peuvent en tirer beaucoup plus de positivité et d'envie. Alors, un des points clés qui a montré des faiblesses dans les enquêtes que nous faisons, c'est celui de l'ancrage mémoriel. J'ai travaillé avec une institution qui s'occupe de ça. On s'aperçoit qu'on a des résultats très discriminants entre le distanciel et le présentiel, peut-être pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusque-là. Quand je dis des résultats discriminants, c'est évidemment des résultats discriminants entre le bon distanciel, entre le bon présentiel et le bon distanciel. Hein. On s'aperçoit que quand on fait des repérages sur ce que les gens ont vraiment retenu après des temps donnés, les résultats ne sont pas très brillants pour beaucoup de formations distancielles. Donc, tout ça pour dire que l'investissement sur la qualité pédagogique des enseignements numériques est fondamental. Lorsque je vois certains financiers considérer, je parle d'autant plus aisément que j'ai été directeur financier, lorsque je vois certains financiers se précipiter sur les enseignements numériques en disant mais c'est vachement moins cher, il n'y a qu'à prendre ça et former tout le monde comme ça. Ok, mais à condition de se rendre compte qu'un bon enseignement numérique ça doit coûter. Et l'investissement pédagogique dans le numérique est évidemment capital si on veut éviter
les difficultés que nous avons numériques. Je termine. Ça m'a donné donc l'idée de conclusion. Je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord pour dire qu'il ne s'agit absolument pas de nier l'importance de l'enseignement numérique et qu'il faut absolument se servir de la puissance du numérique pour l'enrichissement des savoirs et que c'est même incontournable et indispensable, mais qu'il faut lutter, il faut vraiment lutter contre le McDo numérique, quoi. Et donc, je pense que on en a vu beaucoup se développer, un peu n'importe quoi, n'importe comment, par n'importe qui. Et probablement, c'est de cette expérience-là qu'il faut s'enrichir les uns et les autres et être relativement sévère pour les différents marchands de soupe qui se sont infiltrés dans ces domaines, comme d'ailleurs dans la formation en général. Et ma dernière phrase sera pour confirmer, mais je pense qu'on est d'accord aussi, qu'il faut, la clé du succès, c'est l'investissement dans les pédagogies et dans le numérique encore plus, comme on n'a justement plus cette présence physique qui permet d'agir presque physiquement sur le contenu de ce qu'on enseigne. Il faut investir d'autant plus quand on le peut sur les pédagogies qui permettent de pallier ces inconvénients. Voilà, merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et qu'il nous restera un peu de temps pour le débat. À toi, Jamil. Merci Gilbert. Vous m'entendez? Tu me fais un retour, Gilbert? Oui, très bien, très bien. Parfait. Donc merci Gilbert pour ce tour des problématiques, même si évidemment en une heure tu n'as pas pu faire le tour des solutions. Bien, la parole est à l'auditoire, je ne filtrerai pas. Donc si vous avez quelque chose à dire, que vous souhaitiez parler, vous me le manifestez et je vous invite sur scène. Alors, je regarde dans le chat, je suis. Oui, dans le chat, pendant que tu parlais, il y a eu quelques échanges que tu peux peut-être parcourir là, Gilbert, et où on voit que beaucoup des problèmes existent dans le présentiel. Ils sont intensifiés, ils sont magnifiés, mais ils existent déjà dans le présentiel. Ça, c'est sûr. Alors, Thierry voudrait intervenir. Alors, Thierry Bellis, là. Hello. Ah, vous êtes en mode d'incompatibilité, votre flux est décalé d'environ 15 secondes. Ah mince. Thierry Bellis, je ne peux pas vous inviter. Jamil, il y a Jean qui souhaiterait prendre la parole. Oui, eh bien écoute, je vais passer la parole à Jean. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Apparemment, j'ai de l'écho. Il y a de l'écho, donc ça marche. Histoire d'animer un petit peu la discussion et les échanges, j'ai deux questions en fait. La première, je rebondirai sur une phrase de Gilbert. Enseigner, c'est gérer à tout moment l'attention de l'apprenant. Alors sur le chat, j'ai marqué que c'était mission impossible, alors je m'explique là-dessus. Parce que dans l'état actuel des choses, par exemple, aujourd'hui, dans la vie courante, il est interdit au conducteur d'une voiture de consacrer une partie de son attention à des écrans visuels ou à des sons. Alors, tout le monde connaît la loi et a attrapé un PV en circonstance. En revanche, un apprenant, qu'il soit en présentiel ou non d'ailleurs, peut jongler en toute impunité ou incivilité avec deux smartphones, un deuxième PC sur le côté, pendant que l'enseignant cherche à capter son attention. Et ça, c'est bien le numérique qui introduit ce genre de situation ubuesque. C'est pour ça que je dis, capter ou gérer l'attention de l'apprenant, mission impossible dans l'état des comportements actuels. Moi, j'aurais une autre question, mais j'aimerais qu'on échange peut-être un petit peu là-dessus. Bah, de façon... Le numérique dégrade la relation, pour moi. Oui, mais vous m'entendez? Oui, parfaitement. Non, mais Jean, c'était exactement le sens de mon propos. Je ne l'ai peut-être pas formulé de façon suffisamment explicite, mais dans mon esprit, de toute façon, de façon générale,
gérer l'attention, c'est probablement ce qui est le plus difficile pour un enseignant, qu'il soit en distanciel ou en numérique. Et mon propos, c'était justement de laisser entendre que dans le numérique, c'était encore plus mission impossible. Alors, un enseignant quand il a devant lui son auditoire, moi, ça m'est arrivé d'avoir des auditoires parfaitement attentifs et puis d'avoir au contraire des auditoires plus dispersés, mais quand on a les gens en physique, on arrive à sentir ça. On a des trucs même pour essayer de faire converger, de rassembler un peu ceux qui sont en train de dériver, etc. Mais dans le numérique, c'est vrai que c'est mission impossible. C'est exactement le sens de mon propos. C'est-à-dire toutes ces notions d'engagement et d'attention, elles sont beaucoup plus difficiles à faire dans le numérique. Alors, peut-être qu'il ne faut pas considérer que c'est impossible. Je vois, moi, des pédagogies numériques très évoluées, très bien faites, où on essaye de multiplier les thématiques qui vont permettre de vérifier constamment que les gens suivent, etc. Donc, il y a des solutions numériques qui permettent de pallier une partie de ce défaut. Mais pour moi, c'est un problème général de l'enseignement, mais c'est encore évidemment beaucoup plus difficile dans le cas de l'enseignement numérique. Oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'on pense avant tout à la transposition en distanciel de ce qu'on fait en cours magistral? Mais lorsque on utilise le numérique en asynchrone, à ce moment-là, on retrouve une efficacité énorme qui est à la main de l'apprenant, mais on peut le stimuler par toutes sortes de choses, puisqu'on peut faire de la simulation, on peut lui faire des vidéos interactives, il y a des quiz, il y a tout plein de choses. Et on peut le faire de façon personnalisée, et donc, ça, a priori, ça va l'attirer beaucoup plus. En revanche, lorsqu'on est en synchrone, c'est évident que c'est beaucoup plus difficile, surtout si on parle devant un mur d'initial et qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas les apprenants. Alors, il n'y a rien de plus terrible parce qu'on fait une blague et on ne sait pas si elle est amusante ou pas puisqu'on n'entend rien. Donc, on est obligé de s'arrêter à un moment donné, de poser une question et d'attendre. Puis là, il y a quand même quelques-uns qui s'agitent et qui activent leur caméra. Mais en revanche, jusqu'à présent, on n'a pas encore, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut beaucoup de préparation et beaucoup de talent pédagogique, on n'a pas encore utilisé suffisamment la partie asynchrone personnalisée. Et je pense que c'est ça l'avenir. Tu me concéderas, Laurent, qu'à l'heure actuelle, sur 100 enseignements numériques, tu dois en avoir 2 ou 3 qui sont vraiment correctement asynchrones. Oui, pourquoi? Parce que quand on a fait notamment le premier confinement, on a eu quelques jours de préavis. Il se trouve que moi, à plusieurs, là, on cogitait déjà depuis plusieurs années l'enseignement asynchrone. On avait développé des choses sur la plateforme Moodle, etc. Il y avait des lectures déjà prêtes, il y avait des cheminements conseillés suivant le profil des étudiants, etc. Donc, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour préparer. Par exemple, le rythme est totalement différent. On nous a dit, vous faites vos 7 heures comme d'habitude en distanciel. Bon, en synchrone, il y a de quoi tuer tout le monde. C'est beaucoup trop fatigant. Et puis, alors là, on perd l'attention très, très vite. Il suffit de quelques minutes et puis ça y est, on a déjà perdu pas mal. Donc, ça veut dire un scénario complètement revu, des séquences beaucoup plus courtes et beaucoup plus de synchrone à la main des apprenants. Est-ce qu'on peut se recentrer sur la confiance parce que là, il me semble qu'on s'en éloigne un petit peu. Et je crois que Jean avait une deuxième question. Ah, Jean avait une deuxième question. J'y retourne. Jean, oui. Donc Jean arrive. C'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Ma deuxième question est justement sur le registre de la confiance. Si on considère effectivement l'enseignement numérique dans sa globalité, je pense qu'il y a toute une catégorie qui n'est pas par définition en mode confiance, appelons-le comme ça. J'entends par là l'enseignement de Gilbert, vous l'avez dit,
par exemple, de tous les fondamentaux, les basiques, apprendre à un électronicien la loi d'Ohm ou un gamin. Là, il y a absolument un contexte, entre guillemets, de type confiance. En revanche, et là, il y a le fast-food, il y a les MOOC pour ça. Et justement, pour faire un MOOC ou utiliser un MOOC, je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans un domaine de confiance, dans un espace de confiance. En revanche, il y a une catégorie d'enseignement et donc il faudrait serrer les choses, distinguer des périmètres pour lesquels on est typiquement dans un espace de confiance. Je pense par exemple à ce qu'on appelle couramment des travaux dirigés ou des pédagogies inversées. Là, par définition, on se passe délibérément dans une posture de confiance. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à bien délimiter selon l'enseignement que l'on fait, soit on est sur des basiques et des fondamentaux, soit on est sur des espaces de confiance où on transmet de l'expérience, où on fait des travaux dirigés, etc. Et c'est pas la même chose selon moi. Pas si. Gilbert? J'ai l'impression qu'il y a une image qui s'est figée à un moment chez Gilbert. On a perdu Gilbert. Bon, ah, il y a Gilbert qui revient, ça y est. Voilà. On t'avait perdu. Oui, désolé, mais j'ai bien entendu la remarque de Jean, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a une partie des enseignements qui ne font pas débat, puisque pratiquement tout ce qui relève je dirais d'apprentissage sur des informations basiques et autres, je pense que même la plupart des enseignants présentiels utilisent souvent déjà des moyens numériques pour les faire passer. Donc je pense qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin d'enrichir la relation enseignant-apprenant par le carburant confiance. On n'a pas besoin forcément de mettre le carburant on n'a pas besoin de la voiture pour aller acheter des allumettes, quoi. Je veux dire, le carburant confiance, et tout ce que nous avons dit, c'est nécessaire dès lors qu'on est sur des registres d'enseignement de notions, de valeurs, de profondeur, de management, de techniques élaborées. Je pense que les remarques de Jean là-dessus, moi, je les fais tout à fait miennes. Il faut un peu serrer les catégories d'enseignement. Mais sur les enseignements, je dirais, où on a besoin d'apporter des notions, d'apporter des valeurs, etc. Là, il faut vraiment établir une relation forte et actuelle de confiance entre les deux parties. Ok, merci. Mais bon, sur les MOOC, moi je pense qu'il y a quand même une place importante pour la confiance. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé d'être assez furieux quand je vois que, par exemple, j'ai constaté ça sur un MOOC sur Fun par une vedette du CNAM. J'ai été surpris par la façon de tester les résultats, tester les compétences, l'acquisition des compétences. Eh bien, j'ai constaté que même un expert de la chose, il aurait pas réussi. Pourquoi? Parce que les tests proposés ne vérifiaient absolument pas la compréhension des concepts, mais vérifiaient si on avait bien regardé les vidéos et bien lu les bouquins qui avaient été recommandés. C'est-à-dire que ça fait partie du modèle économique qu'il faut aller voir les YouTube recommandés et acheter les bouquins du prof. Et donc là, on a quand même une certaine perte de confiance parce qu'on se dit que ça ne mesure pas ce qu'on attendait, quoi. Donc la confiance, même dans des MOOC qui sont assez impersonnels, ça a quand même un peu sa place. Est-ce que là, il n'y a pas une vraie question, juste un instant Gilbert, est-ce qu'il n'y a pas là une vraie question sur le positionnement du business model, le positionnement transparent du business model par rapport aux enseignés, aux apprenants? Savoir comment est payé, rémunéré l'intervenant, comment ça fonctionne, pour pas ce que tu dis l'illustre parfaitement. Donc le manque ou la présence de la confiance, ça vient aussi de la définition de prime abord de à quoi on joue, quels sont les joueurs. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Je crois que ce que tu évoques, Laurent, c'est intéressant de rapprocher cette thématique de la confiance dans le fait qu'aujourd'hui, euh, l'érosion de la confiance par rapport à tout ce qui existe sur Internet, dans les réseaux sociaux, est très grande. Il y a une telle profusion d'informations, de savoir, de contenu à travers le numérique que la définition de tiers de confiance que sont les organisations d'enseignement, les enseignants eux-mêmes, elle est capitale. Puisque autrement, si le MOOC est mis sur le même plan que le dernier développement qui existe sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur je ne sais quoi, on a perdu d'avance. Donc le tiers de confiance qui est l'enseignant, même dans le cadre du numérique, devient extrêmement important. C'est lui qui va donner c'est lui qui doit donner la validité, qui doit donner la référence qui va permettre à l'apprenant d'avoir confiance dans ce qu'il retire. Ce qui est terrible, c'est que c'est certains enseignements numériques qui sont devenus un peu anonymisés, quoi. Oui. Il y avait d'autres questions? De Pascal, non, pas de Pascal, de quelqu'un qui ne peut pas prendre le micro, de Thierry Bellis. Et je vous invite à regarder dans le chat, là, catastrophique communication. Il m'apparaît que le premier problème est là. C'est d'apparence plus chic de vouloir problématiser les valeurs de confiance, l'engagement de contrat. Mais outre qu'on n'y arrive pas du tout, ça c'est vrai en présentiel aussi, mais notre problème du moment, c'est d'avoir quelque chose à dire et de trouver le canal qui marche pour le dire. Est-ce que nos enseignants ont quelque chose à dire? Moi, je me résigne pas. Quand on dit qu'on n'y arrive pas dans le présentiel, moi, je m'y résigne pas, hein. Quand on dit l'engagement et parce que je pense que on peut pas se dire, bon, de toute façon, on n'y arrive pas dans le présentiel, donc il n'y a qu'à faire du numérique. Moi, je me résigne pas du tout à cette idée que l'établissement. Alors, c'est vrai que les règles du jeu sont parfois difficiles à faire respecter, les contrats sont pas très établis, mais ça paraît quand même plus facile dans un cadre présentiel. Mm-hmm. Je crois que le numérique doit au contraire s'enrichir progressivement des meilleures pratiques présentielles avec des investissements pédagogiques, comme le rappelait Laurent tout à l'heure pour les formations asynchrones. Je pense que il faut pas s'inspirer du présentiel qui marche pas. Il faut s'inspirer du présentiel de très haut niveau qui fonctionne vachement bien, quoi. Oui, non, mais de toute façon, que ce soit présentiel ou numérique, on voit bien que le cours magistral traditionnel avec les travaux pratiques derrière, le cours magistral, il en a pris un sacré coup de vieux. Ah oui, bon, en ce qui me concerne, mon rêve, c'est de réserver la partie synchrone magistrale, premièrement, à des témoignages vécus, parce que c'est plus vivant que de faire en asynchrone, et à répondre aux questions, répéter, reprendre, expliciter à partir des questions. Mais toute la partie exposé théorique, transmission, ça marche beaucoup mieux en asynchrone et à la main de l'apprenant. Encore faut-il que là aussi, on ait confiance dans l'apprenant pour que lui prenne la main. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, et c'est les apprenants qui le disent, depuis la maternelle, on a appris à tendre le bec pour recevoir la béquille. Alors d'un seul coup, quelqu'un qui nous dit, bon, bah, c'est vous qui apprenez, c'est pas moi, et qu'il va falloir que vous preniez la gouverne, ça les perturbe au début. Mais après, ils trouvent ça beaucoup plus astucieux et bien plus intéressant à un certain niveau de maturité, bien sûr. Il y a Sabine qui va intervenir. Oui, je réagirais bien sur deux choses. Vous m'entendez? Très bien.
D'accord. Donc, en fait, je vais réagir sur un commentaire que fait Pascal et je vais réagir aussi sur ces aspects distanciels, présentiels, avoir le meilleur des deux mondes. Alors, une chose est assez intéressante sur un MOOC que j'ai suivi qui avait des petites vidéos, des petites présentations qui étaient assez bien construites et pour les exercices qui étaient assez compliqués, c'était très loin d'être un quiz. Il y avait différents types d'exercices et de réflexions. Il y avait une proposition que les apprenants de ce MOOC, ceux qui le suivaient, se corrigent, s'évaluent, partagent leurs expériences. Donc, il y avait une sorte de confiance construite aussi dans l'idée que ceux-là même qui assistaient à ce MOOC, qui était quand même à un certain niveau de complexité, puissent échanger et construire de l'intelligence collaborative pour le coup. Maintenant, je vais revenir à quelque chose de plus pragmatique. Alors, dans ce MOOC, les gens qui l'ont suivi étaient plutôt des gens qui étaient orientés formation professionnelle et qui avaient tous des expériences en entreprise et qui n'étaient pas là par hasard et parce que quelque part ça faisait partie de la formation et qu'ils souhaitaient avoir un diplôme pour mieux se vendre sur le marché pour X ou Y raison. Donc un autre exemple un peu plus basique sur des élèves que j'ai en formation en alternance. Pour certains, je doute parfois de savoir s'ils ont vraiment compris pourquoi ils étaient là et ce qu'ils suivaient et si au-delà du diplôme, le contenu les intéressait vraiment. Et alors dans l'expérience du distanciel, j'essaye d'aussi les motiver en leur demandant à chaque fois, par rapport à ce qu'on a vu en cours, une application à fournir, donc une application de leur part à fournir pour le cours suivant. Alors, l'exercice est intéressant. Pour ma part, corriger à chaque fois une vingtaine d'exercices bien détaillés avec une dizaine de pages en entrée de chaque cours est assez compliqué. Déjà avec 18 apprenants, avec un MOOC, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible parce qu'on arrive à des contenus avec des aspects massifs, d'assistance massive. Donc la seule solution dans ce cas-là, c'est la correction par les pairs et une logique et c'est pour ça que j'ai introduit avec la première partie. Le fait de faire complètement l'exercice en cours, c'est toujours cette balance qui est un peu compliquée, c'est de dire en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, si. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir enseigner en cours et puis en même temps sur le cours de faire l'exercice pour voir ce qu'ils ont assimilé la théorie. En gros, vous faites ça et puis la fois suivante, vous leur demandez de faire le même exercice et vous comprenez qu'ils ne sont pas passés par la case théorie, ils ne sont passés que par la phase pratique. Et c'est aussi ça qui me gêne parfois dans ces approches où on dit qu'il faut absolument les mettre dans un environnement pratico-pratique avec un cas bien précis qu'ils comprennent. Parce que ce que je suis en train de voir aussi progressivement avec cette approche-là, c'est qu'on perd du recul théorique. Donc, il faut peut-être passer plusieurs fois pour qu'ils comprennent finalement qu'il y a un modèle qui est réplicable. Et je constate aussi que bon, bah ça, les évaluations tournent de plus en plus dans des quiz qui ne signifient rien, au-delà de ceux qui servent à vendre des livres ou vendre quelque chose. La plupart du temps, j'ose dévoiler une hypocrisie, les quiz facilitent le temps de correction, mais ne facilite pas du tout l'évaluation de l'apprentissage. Parce qu'en plus, il faut, pour faire bien un quiz qui est vraiment de la profondeur, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et paradoxalement, parfois, j'ai des élèves intelligents bon, qui réussissent quand même, mais moins que certains qui sont moins curieux et moins pertinents sur des quiz. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Ça me paraît très intéressant comme expérience. En vous écoutant, il y a un point sur lequel j'aimerais avoir votre recul. C'est dans le présentiel, on arrive un peu à organiser les temps d'apprentissage, les périodes on va dire les périodes où les gens les posent. Enfin, moi, je crois beaucoup qu'un enseignement sur la durée, c'est quand même comme un morceau de musique, quoi. Il y a différents tempos. Alors que dans le numérique, on est obligé de tout faire sur le même, un petit peu sur le même tempo, quoi. Il y a pas de variation. Moi, ce que je ressens, c'est que dans un cours fait en présentiel, alors peut-être que dans les numériques très très bien faits, on y arrive, mais dans un cours fait en présentiel, on arrive
on arrive à varier les temps. Vous avez raison sur la mise en application pratique. On peut le faire pendant le cours. Si on voit que l'attention va le permettre et que les opportunités se présentent, ça paraît plus facile à faire. Alors que dans un schéma numérique, on est quand même calé sur des choses, je dirais, voilà, très segmentées, quoi. Donc, je pense qu'en tant qu'enseignante, vous avez plus la facilité de gérer les temps, y compris les temps morts qu'il faut de toute façon avoir pour qu'un apprentissage soit réussi, que dans le numérique, c'est pas possible. Oui, et je sais plus quel compositeur a dit, ça m'y fait penser que la musique est dans le silence entre les notes. Voilà. Il faut du silence, il faut des temps d'acquisition, on le dit très bien pour les enfants. Quand on a des jeunes adultes ou des adultes en formation, il faut aussi des temps d'acquisition. Et c'est vrai qu'avec le numérique, on est entraîné à cette notion de productivité par la vitesse qui n'est pas si réaliste que ça. Donc, par rapport à la remarque de Pascal et la remarque de Laurent, oui, je suis d'accord. On peut essayer de faire passer la théorie avec un MOOC en asynchrone. Maintenant, pour répondre à Jamil, je n'ai pas confiance dans mes apprenants. Quand les apprenants ont envie, c'est formidable. Quand on les sent contraints au départ, on a déjà perdu la moitié de la bataille. Vous posez une question essentielle. En préparant cette réunion, j'en avais parlé avec Laurent aussi. Il y a la problématique de la confiance des apprenants vis-à-vis de l'enseignant, mais aussi la problématique de la confiance de l'enseignant vers les apprenants. C'est-à-dire, il y a un rapport de confiance qui s'est perdu et qu'il faut absolument restaurer. Ben c'est une question, quand j'ai un silence, j'interviens, il y a une vingtaine, peu importe le nombre, il y a un silence. Est-ce que le silence, le mutisme, la caméra fermée, le micro fermé, est-ce que je dois l'interpréter comme un temps d'assimilation, de réflexion naturelle, normale, ou alors un temps de relâchement de l'attention qui est aussi normal dans un apprentissage, ou est-ce que je dois l'interpréter comme la personne est en train de s'adresser à l'un de ses amis sur un autre écran ou est en train de faire autre chose? C'est ça, lorsque la confiance n'a pas été établie entre le formateur et les formés, eh bien, on est dans ce trou-là. Et dans ce trou-là, on ne peut pas construire là-dessus, c'est du sable. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est que la problématique de la confiance qui existe déjà dans l'enseignement classique, elle est décuplée dans le cadre de l'enseignement numérique. Oui. Parce que comme tu ne vois pas les gens, tu ne sais pas du tout quelles sont leurs réactions, ce qu'ils font, etc. Mais on avait vu ça lors de notre enquête sur les usages, que le fait que les enseignants connaissaient déjà la cohorte à laquelle ils s'adressaient pour la première fois en distanciel, ça facilitait beaucoup les choses. Pourquoi? Essentiellement parce qu'ils avaient peut-être établi cette confiance préalable. Donc ensuite, ils pouvaient ensemble utiliser un outil numérique qui avait les limitations qu'il avait, avec le manque de maîtrise que pouvaient avoir les uns et les autres, mais pour construire un apprentissage partagé. Mais s'il n'y a pas cette phase-là initiale de construction de la confiance, c'est très difficile. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à ce qu'on puisse qualifier d'enseignement numérique les MOOC avec 200 auditeurs. On n'est plus dans l'enseignement, on est dans la fourniture d'informations, de savoir. Parce que tu es incapable d'avoir établi une relation de confiance avec, dès qu'il y a un auditoire qui dépasse 30 ou 40 personnes, la notion de confiance n'existe plus, quoi. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec le numérique, on essaye de mimer les plus mauvais aspects de l'enseignement de masse en présentiel. C'est-à-dire le grand amphi avec 1000 personnes, avec un échange zéro, une participation zéro qu'on peut remplacer par la consultation d'un ouvrage ou d'un film ou de quoi que ce soit. Il n'y a aucune plus-value. Il n'y a pas de relation de confiance, il n'y a rien. Donc, je crois, Jamil, c'est bien la faiblesse des MOOC. On voit que les MOOC apportaient beaucoup de promesses parce que ça permettait de donner accès au plus grand nombre, aux meilleurs professeurs. C'était formidable. Le problème, c'est qu'on voit qu'à l'expérience, les gens qui finissent le MOOC sont dans une proportion qui est extrêmement faible. C'est quelques pourcents. Mais je pense que c'est parce qu'il faut reprendre à nouveau départ. Les MOOC sont des produits standardisés pour des milliers de gens. Mais je pense que le numérique, justement, offre la possibilité d'une personnalisation
par grande catégorie, bien entendu, avec une pédagogie adaptée, y compris à grande échelle. Je pense que la personnalisation, c'est le complément tout à fait indispensable de la massification. Il y aura une massification efficace quand il y aura l'accompagnement par la personnalisation, je pense. C'est-à-dire, tu peux aller plus loin là-dessus, Laurent, tu vois ça comment? Bien, on peut déterminer, premièrement, déjà, moi je suis dans la philosophie que c'est l'apprenant qui est responsable de son apprentissage. Donc l'enseignant, il est là pour l'aider. Donc ça, il faut déjà l'établir au démarrage parce que c'est pas acquis du tout, c'est pas la pratique courante. Donc moi j'ai fait une réunion préparatoire, j'avais 2 masters avec les délégués pour leur expliquer et leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient comme exercice, etc. Pour reprendre les MOOC, on peut effectivement avoir des évaluations au démarrage et des auto-évaluations même d'ailleurs, pour savoir quels sont les acquis. Déjà, c'est pas la peine de répéter des choses qu'on connaît déjà, et puis des lacunes qui vont être des prérequis. Il faut absolument avaler avant. Si on a un niveau mathématique sur un point précis qui doit être un préacquis, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et ça, on peut à ce moment-là utiliser la puissance du numérique pour personnaliser beaucoup plus, de façon complètement automatique, de personnaliser l'enseignement de façon qu'il soit beaucoup plus efficace. Et ça, pour des milliers de gens, ce n'est pas un problème. Donc on le fait par grande catégorie, mais ça nécessite évidemment un investissement qui est quand même conséquent pour pouvoir avoir une offre qui soit différenciée suivant les grandes catégories d'apprenants. Et ça reste à faire. Hein. Il y a très peu de choses dans ce domaine aujourd'hui. On voit bien qu'il faut prévoir un deuxième âge de l'enseignement Oui, absolument. Qui te tienne compte de ce qu'on a dit. Oui, même tu as parlé d'ancrage mémoriel, mais il faut faire attention parce que c'est une marque déposée aujourd'hui en disant la mémorisation. Ben aujourd'hui, on a fait des gros progrès avec, par exemple, le moteur d'intelligence artificielle qui a derrière l'application Voltaire sur l'apprentissage de l'orthographe. C'est à ça que je pensais. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'on ne retient pas tous de la même façon. Donc on peut descendre encore un cran plus loin parce que la répétition qu'on va avoir sous des formes différentes, elle va se faire avec des fréquences et une répétitivité qui va être adaptée à la façon dont chacun se mémorise. Donc encore de belles années de progrès devant nous. Hein. J'invite là actuellement Pascal à nous rejoindre là sur le plateau. Aller en scène, comme on dit. Donc Pascal, si vous m'entendez, normalement vous avez dû recevoir un petit signal. Est-ce que je vois des échanges intéressants? Voilà. On voit Pascal. Bonjour à tous. Alors déjà, Moi je ne vois pas encore. Moi je le vois. On le voit, mais on ne l'entend pas encore. En Moi je l'entends. Sauf cette année. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou bien on entend, ou bien on voit, mais pas les deux à la fois. Ah, compliqué, mais bon, je peux couper la vidéo. C'est pas un problème. Et là, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, très bien. Non. Oui. Donc quand j'enseigne comme j'étais en train de l'écrire, quand j'enseigne en présentiel, j'affiche un discours, comme l'a fait tout à l'heure Gilbert, mais je raconte une histoire qui est différente de ce qui est affiché, comme l'a un peu fait Gilbert aussi tout à l'heure, mais qui est évidemment lié à ce qui est affiché. Ça permet à l'étudiant de se raccrocher à ce qu'il voit en même temps qu'il entend ce que je lui explique ou ce que je lui dessine ou ce que je lui raconte comme histoire de mise en œuvre opérationnelle de ce qui est affiché. Et ceci est facile à faire en présentiel, très difficile à faire en distanciel, c'est-à-dire en numérique, parce que ça exige d'avoir plusieurs supports simultanés, pouvoir dessiner en même temps qu'on affiche quelque chose, pouvoir raconter une histoire et valider que l'histoire est perçue comme
une expérience de mise en œuvre de ce qui est affiché de façon centrale. Et ça c'est très compliqué à faire. Très, très compliqué à faire. L'expérience que j'ai vécue, surtout cette année, parce que l'an dernier, j'ai eu la chance de faire mon cours avant le lockdown. Cette année, j'étais en distanciel. J'ai pas eu le temps de me préparer à faire un cours en distanciel. J'ai utilisé ce que j'avais d'abord, ce que j'avais en main, et je me suis trouvé démuni parce que je ne pouvais plus raconter mon histoire, je ne pouvais plus dessiner représenter le dessin des exemples de ce que j'affichais sur l'écran principal. Donc je pense que les étudiants ont été probablement déçus par ma formation, alors que les années précédentes, les étudiants honoraient mon cours plus que celui d'autres enseignants, par exemple. Non, mais c'est vraiment une illustration. Effectivement, le numérique. Pardon? On disait, c'est vraiment une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, tout à fait. C'est la difficulté de transformer en numérique comment dire, toute cette scénarisation que l'on fait en présentiel, quoi. Absolument, absolument. Et j'ai suivi à l'époque où j'ai voulu construire un MOOC, j'ai suivi des cours de fun. Et des cours, pour certains, que je connaissais déjà, donc c'était plus facile pour moi de comprendre comment construire. Et puis pour d'autres, dans des sujets que je ne possédais pas et qui étaient plutôt théoriques, mathématiques. Et là, j'étais vraiment très très surpris par la démarche pédagogique mise en œuvre, dans lequel peu de choses étaient présentées, et par contre, un discours voisin de celui que je fais, mais sans support complémentaire, et une séquence de quelques planches présentées, suivies de quelques exercices rapides pour affirmer la confiance à la fois de l'apprenant qui vérifie qu'effectivement il a pu capter, mais aussi de l'enseignant qui vérifie qu'effectivement les gens qu'il ne voit pas, parce que dans Fun on ne voit pas les gens, hein, les gens qu'il ne voit pas suivent effectivement son enseignement. Donc, et acquièrent cette partie de l'enseignement. Donc, si je devais faire des MOOC, je pense que je les construirais comme ceux de Fun. Mais il y a peut-être une problématique aussi sur les outils pour aider à faire ce que vous dites là. Des outils qui permettent de dessiner, d'avoir un tableau blanc, des outils qui permettent à plusieurs intervenants d'intervenir sur le même tableau, mettre des post-it, des outils de travail collaboratif. Donc là, Oui. il y a des outils qui existent et qu'on ne maîtrise pas du tout, qui sont pas assez connus, mais avec quand même des limitations techniques qu'on oublie, c'est que tout simplement, si on multiplie les écrans, c'est comme nous, là, on est 4 ou 5 intervenants, vous voyez la taille de la présentation, elle devient illisible. Si vous multipliez les écrans, vous avez votre partie centrale qui est l'élément théorique, et puis l'illustration, ce que vous griffonnez, le crowbar que vous faites, eh bien ça se réduit, et nous avons quelques étudiants qui suivent des cours sur un téléphone. Alors là, je ne vous dis pas la taille de l'écran. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte dans cet aspect formation numérique, enfin formation par le numérique. C'est effectivement la technologie qui est utilisée. J'ai constaté que j'avais des étudiants qui coupaient leur téléphone ou leur ordinateur parce que la bande passante qu'ils avaient était insuffisante. Alors que je leur posais la question parce que comme ils disparaissaient, je demandais s'ils étaient encore là. Et là, ils m'expliquaient, était-ce vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, ils m'expliquaient qu'ils avaient une limite de bande passante qui faisait qu'ils ne pouvaient pas être physiquement dans l'écran, on va dire. Là, il y a un manque
de collecte de l'attention, un manque d'adhésion, un manque évident, parce que quand même beaucoup de cas de ces étudiants qu'on a tous rencontrés, quand on leur demande de répondre à la question, la réponse est toujours «C'était quoi la question?» Ils ne suivent pas, ils sont ailleurs vraiment pour la très grande majorité. Oui, oui, c'est Oui, facile. Ça, là, c'est facile. Comme je peux vous dire, par exemple, en présentiel, j'ai la chance d'enseigner à 25-30 élèves, donc je peux circuler. oui, Et bien évidemment, ils ont tous un ordinateur. Et on voit qu'effectivement, il y a des étudiants qui sont sur un site de commerce, par exemple, pendant le cours. Et donc, sous la forme d'une boutade, je dis, mais moi, je choisirais plutôt celle-ci, cette paire de chaussures-là, plutôt que l'autre. Et à ce moment-là, la personne comprend qu'effectivement, elle est hors du cadre, hors de la oui, règle du jeu. oui. Et elle arrête. Pareil pour le téléphone, on a beaucoup qui font des SMS. J'ai des collègues qui demandent aux étudiants de poser leur téléphone à l'entrée de la salle. Moi, je les laisse avec leur téléphone parce que pour certains, c'est indispensable. Mais quand je vois qu'effectivement, ils passent plus de temps à échanger par SMS, je vais leur faire comprendre qu'effectivement, ils sont en dehors de la règle du jeu et que je perds mon temps à essayer de leur transmettre quelque chose. Mais une des techniques pour lutter, Voilà, donc pour rentrer en concurrence avec les réseaux sociaux, c'est d'utiliser le téléphone comme outil de travail. C'est-à-dire de les faire travailler sur leur téléphone, parce qu'au moins, il y en a un qui est bloqué pour les réseaux sociaux pendant qu'ils font l'exercice sur leur téléphone. Alors, il y en a qui ont un deuxième téléphone. Ça, évidemment, il y a des c'est un bon limites. coup, oui, c'est un bon coup, oui. Mais ça marche plutôt bien, hein. J'ai été impressionné par Ouais. un prof qui enseigne la littérature dans un quartier particulièrement difficile. Et il leur a fait utiliser leur téléphone alors que c'est interdit habituellement. Et il leur a fait, c'était Balzac qui était au programme, ils n'en avaient rien à cirer. Il leur a fait construire un personnage de Balzac sur Facebook. Alors ça, ils savaient faire. Et ça les a obligés à lire un peu pour quand même faire le personnage qu'ils avaient choisi. Et puis la deuxième phase, il leur a dit, bah, maintenant vous allez communiquer sur Facebook avec l'autre personnage qui a été créé. Alors ils étaient bien vite obligés de lire la suite parce que sinon ils n'étaient pas pertinents pour pouvoir entretenir le dialogue. Moi je trouve ça génial, mais ça demande beaucoup de travail pédagogique, bien sûr. Oui, enfin, je sais Ah pas oui, si, absolument. je sais pas si il faudrait pas que le balancier en termes d'autorité, vous allez dire, je raisonne comme une personne âgée là. Je sais pas faudrait pas que, parce que là, on est en train de dire pour finalement arriver à faire notre boulot, il faut qu'on prenne l'uniforme de l'ennemi, quoi. Moi, je pense que c'est très pénible pour l'enseignant de devoir faire ce rôle de garde-chourme, de policier, etc. Mais je partage ce que dit Pascal. Il y a un moment, ça fait partie des règles du jeu, il faut acquérir une attention minimale parce que sans ça, il ne peut pas y avoir d'apprentissage de savoir. Comment on peut arriver à faire apprendre des choses aux gens quand ils sont constamment sur leur smartphone et leur ordinateur? C'est pas possible. Donc il y a vraiment un rapport avec l'autorité qui doit être quand même rétabli. Je pense que il y a que comme ça que ça peut marcher. Et ça, dans le numérique, c'est strictement impossible parce que les gens peuvent faire des tas de trucs en Oui, dehors ça c'est sûr. sans qu'on n'en sache rien. Donc je pense qu'au moins dans le présentiel, on peut, peut-être que mon rêve est naïf, mais au moins dans le présentiel, on peut imaginer un jour de revenir progressivement à des rapports d'autorité plus efficaces, quoi. Parce qu'il peut pas y avoir d'apprentissage des savoirs s'il n'y a pas un minimum de règles du jeu respectées. Je crois pas. Alors on est dans une société qui est devenue extrêmement, comment dire, où les individus sont autonomes et sont les rois du monde et donc c'est extrêmement difficile je dirais, de livrer ce combat, mais je pense qu'il faut le livrer dans l'intérêt de l'apprentissage et des savoirs, hein, je crois. Mais on pourrait, en tant qu'être bisounours, on pourrait aller un cran plus loin et imaginer qu'on puisse établir une relation de co-construction d'un échange, parce que on a en face de nous des apprenants qui se sont heurtés, qui se sont pris en pleine figure l'enseignement numérique. Ouais. Certains l'appréciaient moins. La plupart ont découvert des avantages, des intérêts, des souplesses, et la plupart ont aussi découvert les inconvénients. Et je crois que tous comprennent qu'aujourd'hui, si on veut arriver quelque part, il va falloir qu'on fasse ensemble
Je ne pense pas à la coercition. Je ne crois pas que la coercition soit la voie. La voie, c'est quand même d'arriver. Nous avons des adultes, ou pratiquement en face de nous, même quand on a des très jeunes de 18 ans. Et ces adultes-là, ils ont un an et demi d'expérience qui les ont mis dans le désespoir, qui les ont mis dans le mur. Ça va très, très loin. Qui les ont démotivés complètement. Donc, ils réalisent qu'il faut qu'on construise quelque chose ensemble. Alors, ça commence par activer des règles du jeu, c'est se mettre d'accord dessus. Ça commence par passer un temps à établir la confiance. Ça commence à établir la confiance entre les apprenants. Mais la coercition, je n'y crois pas. Je crois qu'on Non, je peut parlais pas de coercition. une nouvelle motivation. Et Jamil, je parlais pas de coercition, je parlais de ce que tu dis exactement, du rappel des règles du jeu. Oui, mais des règles du jeu qui sont dans notre intérêt commun. Voilà. C'est pas les règles du jeu de l'institution. C'est parce que vous avez essayé pendant un an et demi. Vous avez une expérience négative. Voilà, voilà. Faire rappel de l'intérêt des règles du jeu partagées pour la réussite commune. Bien sûr. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à le faire, quoi. Et d'ailleurs, comme le disait Pascal, il y a des enseignants qui le font, hein. Les gens qui réclament que le smartphone soit posé à l'entrée de la classe, moi je trouve que c'est pas complètement idiot, hein. Je vois pas pourquoi on n'essaierait pas. Nous avons largement dépassé notre heure. Alors, je voudrais terminer rapidement sur les quelques slides de conclusion, les 2 slides de conclusion. Moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que essentiellement le numérique et le distanciel, c'est un révélateur. C'est un révélateur de tous les défauts de nos enseignements. La difficulté d'établir la confiance, elle existe en présentiel, la difficulté de contact, enfin, tout ce dont on parle n'est pas relatif aux outils ou relatif strictement au numérique. Alors, peut-être qu'il faudrait revenir à une construction d'une pédagogie nouvelle, plus en partenariat, et qui mette l'accent dès le début sur les vrais objets utiles, c'est-à-dire établir la confiance, les règles du jeu, se mettre d'accord sur un contrat, pas forcément signer un contrat numérique, un contrat explicite, mais se mettre d'accord sur un contrat, voir l'intérêt des parties prenantes, qui attend quoi de ce cours-là, et sur cette base-là, à acquérir le maximum d'esprit de collaboration qui va permettre de surfer, de réussir malgré les conditions du numérique. On le voit, c'est un handicap quand même assez massivement. Donc, je rappelle que cet échange-là est enregistré, donc vous allez pouvoir le visionner si vous le souhaitez, et que les slides là, que vous avez vus sont disponibles, vous pouvez les télécharger. Alors, pour aller un pas plus loin ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas Graines, eh qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous avons 2 débats à venir pour lesquels nous sommes encore tout à fait accueillants envers des contributions, des points de vue, des interventions. C'est un premier débat qui va avoir lieu le 29 juin sur la nouvelle relation triangulaire formateur-savoir-apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire cette relation triangulaire? Le formateur n'est plus dans son rôle sur un piédestal, détenant le savoir. Le savoir s'est détaché du formateur et on le trouve sur Internet. On a des multisources. Le concurrent du pédagogue aujourd'hui, c'est Internet. Et donc il y a cette triangulation. Quel devient le rôle du formateur là-dedans? Quel devient le rôle de l'apprenant? Est-ce qu'il est capable de puiser lui-même, de se former lui-même? Et est-ce que le formateur est là uniquement un coach d'apprentissage? Donc il y a une relation qui se développe et qui est encore à développer. Deuxième webinaire débat le jeudi 8 juillet, la scénarisation des cours, comment, en ayant une réflexion pédagogique, modifier, reconstruire, repenser ces cours. Et dans cette façon de repenser, la scénarisation semble un point particulièrement important. Alors, pour aller plus loin ensemble, donc contribuer à ces webinaires, pas seulement y participer. Puis notre site présente nos positions avec un manifeste, des statuts, un règlement, des informations, voilà. Et vous pouvez nous contacter facilement par téléphone, par mail, de mille et une façons. Je vous remercie, je te remercie Gilbert. Et merci beaucoup pour votre attention. Je souhaite vous revoir au prochain webinaire. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.